Bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. D'abord, le gouvernement Trudeau a définitivement fermé la porte à l'implication du géant chinois des télécommunications Huawei dans son réseau 5G au pays pour des raisons de sécurité nationale. Ce sera notre premier sujet d'analyse avec notre panel de journalistes. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. On attendait cette décision depuis longtemps, donc Ottawa qui bannit la compagnie de télécommunications chinoise Huawei de son réseau de téléphonie 5G. Joël Denis, évidemment, on se rappelle l'arrestation de Meng Wanzhou à Vancouver, la libération des deux Michael détenus en Chine, libération l'an dernier. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision maintenant? Oui, le timing est quand même intéressant, Esther, et je me demande qu'est-ce qui a finalement forcé le gouvernement ou convaincu le gouvernement que c'était le bon moment d'agir. Mais c'était une décision qui était prévue, anticipée depuis très longtemps. En fait, plusieurs des entreprises canadiennes ont déjà écarté Huawei de leur système de réseau de télécommunications pour le déploiement de la technologie 5G. Pourquoi? Parce qu'on s'attendait justement à ce que ce serait une décision du gouvernement canadien, à savoir qu'on interdirait Huawei de participer à ce développement. Oui. Catherine, Joël Denis dit que c'était une décision qui était prévue. Qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'Ottawa fait cette annonce, en fait, beaucoup plus tard que certains de ses alliés, comme les États-Unis et l'Australie? D'ailleurs, j'ai été assez surprise de voir que cette annonce arrive un jeudi et non un vendredi par voie de communiqué de presse là, à 17h la veille d'un long week-end. Mais écoutez, le Canada, évidemment, a des relations plutôt tendues avec la Chine. C'est sûr qu'elle fait preuve de prudence. Disons qu'on est moins une puissance que les États-Unis, on a moins de poids. Donc, c'est sûr qu'on fait très attention. Et puis, comme Joël Denis l'a dit, écoutez, ça fait 3 ans qu'on attend cette décision-là. Je pense que tout le monde se doutait de la décision d'Ottawa et on dirait qu'après tant de temps, ça n'étonne plus personne finalement qu'on bannisse le réseau 5G de Huawei. Donc, une décision, oui, qui était attendue, oui, elle s'est faite attendre et le gouvernement Trudeau, je crois, a un peu procrastiné là-dessus. Mais en même temps, au final, là, on arrive avec cette décision, les ministres sont sortis et puis on se dit, finalement, voilà, on n'est pas tellement surpris. Oui. Althia, donc Catherine qui parle de procrastination. Qu'est-ce que vous pensez de votre côté de la gestion du dossier Huawei par le gouvernement Trudeau? Pour moi, la question, c'est vraiment qu'est-ce qui a pris autant de temps. Même, je pense, la première conférence de presse après l'élection au mois de septembre, le premier ministre, Justin Trudeau, nous a dit que la décision était imminente. Imminente, ça ne veut pas vraiment dire 7 mois plus tard. Joël Denis a entièrement raison. C'était attendu. Je trouve que le timing est intéressant. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé pour leur faire changer, les convaincre de communiquer cette décision-là maintenant. Mais comme Joël Denis l'avait dit, les compagnies sont déjà, il y a plusieurs années maintenant, qui sont parties d'un autre côté et qui ont essayé de désinvestir de Huawei sur leur réseau. Oui, donc on comprend que c'est une décision qui arrive finalement plus tard que prévu. Je veux maintenant vous entendre sur le projet de loi 96 du gouvernement Legault qui vise à renforcer le statut du français au Québec. C'est un projet de loi qui a créé des vagues jusqu'à Ottawa cette semaine. Joël Denis, on sait, cette réforme, ça rejoint quand même une bonne partie de la population québécoise. Est-ce que les députés de Justin Trudeau qui se prononcent publiquement contre, ça place le gouvernement dans l'embarras, vous croyez? Oui, parce que le gouvernement Trudeau a quand même dit qu'il voulait défendre le français au Québec et c'est ce que vise à faire la loi 96, évidemment. Mais en même temps, on ne peut pas empêcher un député de manifester son opposition et il y a quand même des députés anglophones de la région de Montréal qui se sentent un peu interpellés par ce dossier. Maintenant, ça place quand même le gouvernement Trudeau dans une situation délicate parce que au même moment où on prétend vouloir défendre le français au Québec et partout ailleurs, on fait des nominations controversées. Et je donne l'exemple de la nomination d'un lieutenant-gouverneur unilingue anglais au Nouveau-Brunswick, seule province officiellement bilingue. Et là-dessus, le gouvernement Trudeau, je pense, l'a échappé royalement, si je peux me permettre de dire. Et ça fait en sorte que maintenant, il doit se défendre de ne pas défendre le français tout en voulant défendre le français au Québec. Donc, il y a comme certaines contradictions qui émergent à la surface en raison de ce faux pas linguistique commis par le gouvernement Trudeau. Althia? Ouais, moi, je le vois un petit peu différemment. Je dirais que c'est entièrement... c'est bien correct que les députés libéraux, surtout sur l'île de Montréal, qui représentent leur communauté, participent à une manifestation contre la loi 96. Le Parti libéral est connu, mais aimerait être connu comme le défenseur des minorités
que ce soit linguistique ou religieuse. On pense au projet de loi 21 comme exemple. Il y a beaucoup de pression au sein du Parti libéral fédéral pour se montrer contre. Tu sais, on peut vouloir s'assurer que la langue française a une place super importante au Québec, que les gens travaillent dans un milieu francophone, que les gens sont éduqués dans un milieu francophone, mais aussi penser que la loi 96 va trop loin. Puis je pense qu'une erreur que Dominique Anglade, Parti libéral au Québec, ont faite, c'est qu'ils ont ignoré quand même une base importante du parti et les préoccupations qu'elles avaient. Alors ça, je pense que c'est... on pouvait s'y attendre. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a quand même un débat dans le caucus du Parti libéral fédéral, puis que c'est rare quand même quand on voit des ministres et des députés prendre des positions à l'opposé, mais je pense que le Parti libéral aurait été très critiqué s'ils avaient dit à leurs députés de ne pas se présenter puis pas défendre les droits de leurs commettants. Oui, c'est ça, de ne pas participer à ces manifestations. Catherine, je veux vous entendre sur la réaction du Bloc québécois. Le leader parlementaire du Bloc, Alain Thérien, a déclaré cette semaine que c'est inadmissible que des députés du Parti libéral du Canada prennent justement part à une manifestation contre le projet de loi 96. Bon, il dit que ça envoie un message qu'il n'y a pas de problème de protection du français au Québec. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction du Bloc? C'est pas tellement étonnant, en fait. Là, je pense que, toute opposition au projet de loi 96 est très mal vue par la Coalition Avenir Québec et donc, conséquemment, par le Bloc québécois. Donc, c'est certain que le rôle traditionnel du Bloc, c'est de défendre les intérêts de l'Assemblée nationale, des consensus. Et donc, dans ce sens-là, c'est peu étonnant, disons, qu'on s'en prenne au gouvernement Trudeau là-dessus. Je suis plutôt d'accord avec Althia. C'est pas tout à fait étonnant que des députés libéraux finalement se prononcent contre ce projet de loi-là, justement qui est très très critiqué par les minorités anglophones, mais aussi par les communautés autochtones. Parfois on les oublie, mais ça aussi ça va les affecter énormément. Donc je sais que le ministre Mark Miller, par exemple, a pris position contre, ou du moins manifesté ses inquiétudes là, sur ce projet de loi. Donc réaction pas tellement étonnante du Bloc québécois. Moi, ce qui m'a étonnée un peu, c'est plutôt la réaction de Pablo Rodriguez là, qui a dit que le Bloc se radicalise. Je trouve que c'était peut-être poussé un peu loin là, quand même, parce que moi, j'étais pas très étonnée de voir le Bloc s'attaquer au Parti libéral sur ce sujet. Oui, Althia, je vous entends rire. Vous voulez réagir rapidement là-dessus? Bien, le Bloc essaie de se trouver des raisons d'être à Ottawa et puis c'en est une. Bon. Parlons maintenant de la course au leadership conservateur. Le candidat Pierre Poilievre a encore été critiqué cette semaine pour avoir affirmé au débat en anglais qu'il congédierait le gouverneur de la Banque du Canada s'il devenait premier ministre. Joël Denis, la critique est venue de son propre parti. C'est le député Ed Fass qui a affirmé cette déclaration. Bon, il dit, M. Fass, que la déclaration de Pierre Poilievre, ça nuit en fait à la crédibilité des conservateurs. Est-ce que Pierre Poilievre a fait une erreur stratégique en affirmant qu'il congédierait le gouverneur de la Banque du Canada? En fait, ça s'inscrit dans la course qu'il mène, une course qu'il veut anti-establishment. Et pour lui, la Banque du Canada et le gouverneur font partie de l'establishment à Ottawa, des élites, si vous voulez, d'Ottawa, et il réitère ce message. Donc, quand quelqu'un à la pompe fait le plein dans une station-service et s'aperçoit que ça lui coûte le double pour faire le plein, il cherche un responsable coupable et Pierre Poilievre semble en avoir identifié un facilement. C'est simpliste, évidemment, comme analyse de la part de M. Poilievre. L'inflation est due à beaucoup de facteurs et pas forcément aux décisions de la Banque du Canada. Donc, ça crée quand même, vous l'avez dit, des remous au sein du Parti conservateur, de gros remous. Et je pense que le fait qu'on ait retiré à Ed Fass son rôle de critique en matière des finances risque de provoquer des suites. J'ai entendu qu'au caucus conservateur, cette semaine, ça a beaucoup brassé et qu'on commence à se diviser dans plusieurs camps au sein du Parti conservateur, au point où quelqu'un m'a prédit hier soir que si Pierre Poilievre l'emporte, c'est garanti que le parti va exploser. Donc, attendez-vous, attachez vos trucs avec de la broche parce que ce qui s'en vient encore au cours des prochains jours, prochaines semaines, dans la course à la direction du Parti conservateur pourrait être très mouvementé. Oui. Althia, toujours sur Pierre Poilievre, il y a aussi la fusillade à Buffalo qui l'a rattrapé cette semaine. C'est un attentat raciste. Bon, on sait que le tireur de Buffalo est un adepte de la théorie du grand remplacement.
Tout comme Pat King, un des organisateurs de la manifestation de camionneurs à Ottawa l'hiver dernier, une manif, comme on sait, qui avait appuyé Pierre Poilievre. Qu'est-ce que vous pensez de ces liens et de ces critiques envers Pierre Poilievre? Est-ce que c'est justifié selon vous? Bien, c'est une course, puis les gens vont essayer de trouver des critiques partout. Je pense pas que Pierre Poilievre est raciste. Est-ce que son message attire des gens qui sont racistes? Peut-être. Probablement en certains cas, mais je pense qu'on ne peut pas dire que M. Poilievre a vraiment essayé de se présenter comme le défenseur de cette théorie-là. Madame Michelle Rempel, la députée de l'Alberta de Calgary, qui est sur le camp de Patrick Brown, avait mis sur Twitter cette semaine qu'elle avait reçu, ou la campagne de M. Brown avait reçu un courriel qui indiquait que cette personne qui se déclarait un pro-nazi supportait M. Poilievre. Puis M. Poilievre, son camp s'est retourné de bord pour dire que si les gens sont racistes, il ne les veut pas dans son camp. Mais là, M. Poilievre commence à s'attirer d'autres critiques. Il est allé sur le podcast de Jordan Peterson, le psychologue de Toronto, où il a affirmé il a utilisé le mot anglo-saxon pour expliquer comment il essaie de parler aux gens. Il utilise un langage anglo-saxon. Bon, ce terme qui est plutôt associé aux gens blancs en Amérique du Nord. Là, il y a des gens qui disent que ça, c'était un indice que peut-être qu'il essaie de chercher un groupe de gens, des manifestants, des supporters qui seraient de cette persuasion-là. Ouais. Je ne le sais pas, mais c'est quand même, je pense que ça démontre que c'est une course qui est devenue pas très saine, puis qu'il y a beaucoup de gens qui se cherchent à se distinguer de différentes manières, et puis qu'il y a quand même une inquiétude partagée par plusieurs au sein du Parti conservateur que le parti est en train d'attirer des gens qui ne veulent pas attirer. Puis qu'on regarde ce qui s'est passé avec Jason Kenney cette semaine. Et puis peut-être que rechercher des gens qui sont très forts, c'est une stratégie qui vient avec beaucoup de risques. Oui. Catherine, pour conclure justement sur cette course au leadership conservateur, est-ce que vous trouvez que Pierre Poilievre, qui est toujours le leader présumé là, dans cette course, Joël Denis le mentionnait il y a un instant, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une bonne semaine, M. Poilievre, en quelques secondes? Pas tellement. Je pense qu'il a été très très critiqué à plusieurs égards. Je pense que des fissures commencent à apparaître. Je pense qu'on tente aussi de lui chercher des poux, mais certainement, je pense que ce qui s'est passé avec Ed Fast cette semaine, Ed Fast qui est quelqu'un de très respecté au sein du caucus, vraiment, on voit que des fissures apparaissent et de plus en plus en privé, là, des députés se mettent à questionner là, les politiques de Pierre Poilievre et se demandent s'il ne va peut-être pas trop loin avec la crypto-monnaie et le gouverneur de la Banque du Canada notamment. Donc, pas une très bonne semaine pour lui, puis on verra pour la suite. Ouais. Joël Denis, Althia et Catherine, merci beaucoup. Merci, on se retrouve bientôt. Au revoir. Merci, bonsoir. Merci. Véritable coup de tonnerre dans le ciel politique en Alberta, le premier ministre Jason Kenney a démissionné de son poste mercredi à la suite d'un vote sur son leadership. Le chef du Parti conservateur uni a remporté 51,4 % des voix lors d'un vote de confiance et a estimé que c'était insuffisant pour rester en poste. J'en ai discuté avec un habitué de l'émission, Frédéric Boily, professeur de sciences politiques à l'Université de l'Alberta. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Jason Kenney était, au moment d'être élu premier ministre de l'Alberta en 2019, une des personnalités politiques les plus en vue au Canada. Alors, je vous demanderais d'abord, expliquez-nous ce qui a conduit à une telle chute aussi brutale pour Jason Kenney. C'est certainement la pandémie qui a complètement déstabilisé, disons, les orientations programmatiques prises par le parti. Je dis désorienté parce que lorsqu'est survenue la pandémie, Jason Kenney a voulu maintenir la fiction qu'il était en mesure de mettre en pratique le programme qu'il avait promis lors de l'élection de 2019, assainissement des finances publiques, restrictions budgétaires, mais la pandémie ne pouvait pas permettre une telle chose. Et à partir de ce moment-là,
Alberta, Jason Kenney s'est retrouvé en porte-à-faux avec certains membres de son caucus qui se sont exprimés de manière de plus en plus forte jusqu'au vote hier qu'il a presque perdu. Et ça fait en sorte qu'on a du côté des opposants commencé à critiquer non seulement les politiques mises en place pour lutter contre la pandémie, ou bien parce qu'elles étaient mises trop rapidement en place, ou bien parce qu'elles étaient mises trop tardivement en place, et ça c'est surtout de la part de l'électorat en général, et son style de leadership jugé autocratique, jugé élitiste. Ça peut surprendre, mais il y a une critique ici à l'interne qui se faisait contre Jason Kenney, comme quoi c'était une élite d'Ottawa qui revenait en Alberta, mais qui était déconnectée de la base partisane. Quand on met tout ça ensemble, on se retrouve avec un vote de confiance de simplement 51 ouais. Donc, gestion de la pandémie, style de leadership, grogne au sein du parti, tout ça a conduit à sa perte. Jason Kenney cessera officiellement d'être premier ministre de l'Alberta quand un chef par intérim sera nommé et qu'une course à la direction du parti sera déclenchée. On sait qu'il y a déjà des intéressés. Qu'est-ce que ça laisse présager pour la suite des choses en Alberta? Encore beaucoup de turbulences au sein de la grande famille conservatrice parce que ce qui se passe, ce qui s'est passé hier aussi, c'est un témoignage des profondes divisions qui existent à l'intérieur de la famille conservatrice, qui ont été mises de côté pendant seulement un temps, c'est-à-dire à partir de la victoire électorale jusqu'au début de la pandémie, mais tout ça est ressorti. Donc, turbulence à savoir quel type de chef on va choisir. Est-ce qu'on va choisir un chef ou une chef qui va être encore plus à droite que Jason Kenney, ou alors on va essayer de trouver quelqu'un qui, de l'intérieur même aussi des rangs conservateurs actuellement, pourrait être, disons, une figure un peu plus modérée. En fait, la même question qui se pose pour les conservateurs fédéraux se pose également pour les conservateurs maintenant provinciaux ici en Alberta. Est-ce qu'on veut adopter une voie un peu plus populiste, un peu plus à droite, avec encore moins d'intervention de l'État, ou alors une version un peu plus modérée du conservatisme, un peu à l'image de ce qui a déjà été présenté dans le passé en Alberta par certains chefs conservateurs qui ont eu quand même un certain succès. Donc, c'est vraiment une question de fond idéologique et une question de style de leadership, puisqu'on reprochait à Jason Kenney son style, comme je l'ai mentionné, là, élitiste et autocratique. Oui. Vous parlez justement des turbulences au sein de la grande famille conservatrice en Alberta. Ça m'amène à vous parler des réactions à cette démission de Jason Kenney. Elles ont été nombreuses sur la scène fédérale. Du côté des libéraux, il y a le ministre du Tourisme, Randy Boissonnault, qui est lui-même originaire de l'Alberta, comme vous le savez, qui a affirmé que la défaite de Kenney fait partie d'une tendance de radicalisation du mouvement conservateur au Canada. On va l'écouter et je vous fais réagir par la suite. Il était très dévoué aux Albertains. Et même quand j'ai commencé comme ministre de l'Alberta, on s'est entendu qu'on était pour trouver des choses en commun sur lesquelles on pouvait travailler. Et on a fait ce travail ensemble. Mais moi, je pense qu'il y a des choses très troublantes qui se passent dans les mouvements conservateurs à travers le pays. Ils sont en train... Regardez, M. Kenney était tassé de son parti parce qu'il passait extrême. C'est ça qui est passé à M. O'Toole il y a 6 mois. Et M. Fast n'est plus son rôle de critique de finances parce que lui a critiqué M. Poilievre. Donc, les conservateurs sont entrés dans une place vraiment sombre. Une phase sombre. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration du ministre Randy Boissonnault? Il n'y a pas tout à fait tort. Il y a effectivement quelque chose qui se passe à l'intérieur de la grande famille conservatrice, c'est-à-dire une sorte de fronde, moi, ce que j'appelle à la droite de la droite, qui vient, disons, mettre sous pression les dirigeants politiques des grands partis. Certains parviennent à maîtriser mieux que d'autres cette fronde de la droite qui s'exprime contre les dirigeants politiques. Je pense tout particulièrement à l'exemple de Scott Moe, qui lui parvient à canaliser quand même cette énergie, disons, populiste, qui s'est aussi exprimé lors des élections fédérales en Saskatchewan ou provinciales également, mais d'autres y parviennent moins bien, et Jason Kenney fait partie de ça. Donc, c'est pas juste aussi un problème d'une radicalisation de la droite, c'est aussi, et ça, il faut quand même le mentionner, Jason Kenney, très dévoué, oui, mais en même temps, il a fait des erreurs, je dirais presque des erreurs de débutant au début de la pandémie, en voulant continuer de gouverner comme si, d'une certaine façon, la pandémie n'était pas là et donc c'était pas possible, par exemple, de vouloir équilibrer les budgets lors d'une pandémie.
Oui, et tous ces bouleversements sur la scène politique albertaine, ça survient à peine un an des élections provinciales. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour Rachel Notley, qui est chef de l'opposition officielle et qui a déjà été première ministre de l'Alberta? C'est clair que pour Rachel Notley, de voir un parti conservateur divisé, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, notamment du côté de Calgary, parce que c'est vraiment là que l'élection va encore décider, à savoir laquelle des deux formations politiques va être en mesure de faire des gains ou de garder des gains à Calgary pour les conservateurs unis. En même temps, un nouveau chef, ça veut dire aussi de l'incertitude pour Rachel Notley. Parce que toutes les critiques qu'on pouvait faire contre Jason Kenney, s'il n'est plus là, toute l'impopularité qui découlait de sa gestion de la pandémie, ben, le prochain ou la prochaine chef pourra toujours dire, regardez, on a tiré les leçons et c'est précisément pourquoi on a mis Jason Kenney dehors. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas une si bonne nouvelle pour Rachel Notley et son parti parce qu'il pourrait y avoir une nouvelle dynamique qui se mette en place à partir de l'automne prochain. Oui, donc c'est l'avenir assez rapproché quand même qui va nous le dire. Frédéric, pour terminer sur Jason Kenney, M. Kenney n'a que 53 ans. En fait, il va avoir 54 ans à la fin du mois de mai. Plusieurs jugent que c'est du sang politique qui coule dans ses veines. Est-ce que vous pensez que c'est la fin de la carrière politique pour Jason Kenney? Je ne crois pas que ça soit la fin de la carrière politique. Je ne sais pas où il va rebondir, mais justement, en raison de sa jeunesse, en raison que, on le sait, pour reprendre cette bonne expression, il semble manger de la politique, on le voit mal prendre sa retraite et se contenter et de tout simplement commenter des choses politiques. C'est certain qu'il va y avoir une longue parenthèse qui risque d'arriver pour lui, mais je ne serais pas surpris de le voir rebondir ailleurs, peut-être un retour sur la scène provinciale, qui sait, fédérale, pardon, qui sait, mais en même temps, ça me surprendrait qu'il prendrait une véritable retraite politique. Alors, à suivre, donc, cet avenir pour Jason Kenney. Frédéric Boily, professeur de sciences politiques à l'Université de l'Alberta, merci beaucoup. On apprenait aussi cette semaine que les francophones sont sous-représentés dans la haute fonction publique fédérale. Parmi ceux qui occupent actuellement des postes de sous-ministres ou de sous-ministres délégués, une proportion de 81 %, donc plus de 4 sur 5, sont anglophones. La présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, a répondu à mes questions. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir, Esther. Ce sont en fait 19 % de francophones qui occupent des postes dans la haute fonction publique fédérale. 19 %, c'est inférieur au poids des francophones à travers le pays, mais c'est surtout beaucoup moins que le poids des francophones dans la fonction publique en général, qui est de 31 %. Alors, pourquoi les francophones sont recrutés en grand nombre au départ, mais visiblement sont moins présents quand on arrive en haut de l'échelle? Premièrement, j'aimerais quand même mettre la table en disant que le respect des langues officielles est non seulement une obligation et une priorité pour notre gouvernement, mais c'est également essentiel pour livrer nos services de façon efficiente et efficace. Et évidemment, nous sommes résolus à fournir des services fédéraux conformément à nos obligations en matière de langues officielles. Et nous allons continuer à veiller à ce que les postes de la fonction publique soient identifiés bilingues lorsqu'il y a lieu ou que ce soit avec un niveau vraiment approprié de bilinguisme. Et c'est vraiment essentiel pour créer un milieu de travail, le maintenir aussi, qui va encourager l'utilisation des langues officielles au fédéral. Alors, c'est pour moi très important de dire que nous avons quand même plusieurs francophones et anglophones qui peuvent travailler dans les deux langues officielles et on va continuer à bâtir cet environnement de travail bilingue dynamique qui va être également respectueux, où tout le monde va se sentir libre pour pouvoir s'exprimer dans sa langue officielle de son choix et aussi pour livrer les services. Mais comment se fait-il qu'il y ait moins de francophones ou aussi peu de francophones dans les hautes sphères de la fonction publique fédérale? Alors, c'est important de dire qu'il y a quand même beaucoup de fonctionnaires qui sont capables de livrer dans les deux langues officielles. On se rappelle qu'il y a quand même des francophones et des anglophones qui peuvent travailler dans les deux langues officielles et on sait qu'il y a beaucoup de francophones qui sont membres de la haute fonction publique et on va continuer évidemment à élaborer
différentes façons, dont des moyens d'augmenter les normes de qualification linguistique, de supervision, d'évaluation, parce qu'on veut s'assurer de soutenir une culture du bilinguisme dans la fonction publique et continuer à donner des occasions aux francophones et aux anglophones qui sont capables de travailler dans les deux langues officielles à accéder des postes à la haute fonction publique. Mais on sait aussi, Madame la ministre, que dans les hautes sphères de la fonction publique fédérale, justement, les conversations, les réunions, ça se passe surtout en anglais quand il y a un anglophone dans cette réunion. Est-ce que ça a un impact, justement, selon vous, sur le plus grand nombre de promotions dans la haute fonction publique pour les anglophones? Moi, je dirais que présentement, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis au mérite pour s'assurer qu'on ait une représentation bilingue dans les différentes postes qui sont à la haute fonction publique. Entre autres, vous savez, en vertu de la directive sur les langues officielles pour la gestion du personnel, les postes de sous-ministre adjoint doivent être désignés bilingues. Alors, ça nécessite évidemment la maîtrise de la deuxième langue officielle qui fait que ça crée un bassin encore plus fort pour continuer à avoir d'autres, je dirais, les sous-ministres étant par la suite nommés pour pouvoir jouer ce rôle à la haute fonction publique. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis pour évidemment recruter, faire la promotion. Je pense que vous êtes au courant, évidemment, des champions, les 200 champions qu'il y a des langues officielles à travers la fonction publique. Alors, il faut trouver des mesures pour vraiment encourager les gens, évidemment, à travailler dans les deux langues officielles. Oui, parce que, bon, vous parlez des efforts, mais il y a le député Mario Beaulieu du Bloc québécois qui estime que le nombre de francophones dans les plus hautes sphères de la fonction publique au fédéral, ça traduit un problème de volonté politique. Il dit que ça montre toute l'hypocrisie de la loi sur les langues officielles. Qu'est-ce que vous répondez à Mario Beaulieu? Bien, premièrement, je suis très fière de dire qu'on a travaillé très fort pour arriver à déposer un projet de loi qui va être vraiment à la hauteur des défis du 21e siècle et de la réalité linguistique d'aujourd'hui. C13 va renforcer également les pouvoirs du Conseil du Trésor en matière de langues officielles pour assurer la conformité des institutions fédérales, assurer un rôle accru de surveillance, de vérification, d'évaluation pour qu'ensuite on puisse évidemment continuer à promouvoir puis à augmenter le nombre de postes qui sont désignés bilingues ou encore qui sont pour encourager le recrutement et la rétention des hauts fonctionnaires dans la fonction publique. Il faut dire que nos langues officielles, ils nous unissent, c'est une grande vitalité que nous avons et nous allons continuer à défendre ça coûte que coûte, c'est certain. Le temps file. Je veux vous entendre sur un autre sujet, Madame la ministre. Le gouvernement fédéral, on apprenait ça aussi cette semaine, a versé plus de 171 millions de dollars en primes aux cadres et aux fonctionnaires pour l'année 2019-2020, même si les ministères ont atteint moins de la moitié de leurs objectifs de rendement globaux pendant cette même année 2019-2020. Il y a même un député conservateur qui a dit que c'est comme payer pour des échecs. Qu'est-ce qui explique cette situation? Bien, premièrement, il faut s'assurer qu'on parle de la même chose. Alors, mon collègue, il confond délibérément les deux pour marquer des points politiques faciles. Alors, c'est important de dire que la rémunération au rendement mesure les résultats individuels, tandis que les résultats ministériels mesurent celles des organisations. Alors, il faut faire attention de ne pas mêler les choses. Je pense que c'est évidemment important de dire que la rémunération au rendement est un élément qui est vraiment important du régime de rémunération globale des cadres supérieurs parce qu'on veut s'assurer évidemment qu'on retienne et qu'on puisse recruter les talents qu'on a à travers le pays. Donc, c'est une façon de donner une possibilité d'avoir une rémunération au rendement. Est-ce que ça se reproduit d'année en année, cette façon de faire? Bien, ça fait très longtemps que c'est une façon de faire pour rémunérer les fonctionnaires. Vous savez, ils travaillent très fort pour livrer les services aux Canadiens. Il y a eu évidemment des niveaux de satisfaction. C'est un rendement, comme je disais, qui est évalué de façon individuelle. Donc, c'est de cette façon-là que la rémunération, elle est évaluée et non liée aux résultats ministériels. Oui. Mona Fortier, je rappelle que vous êtes présidente du Conseil du Trésor. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Au revoir.
Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à bientôt.